Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous recevons le commandant Ilunga Serge, pilote des lignes. Merci d'avoir accepté notre invitation, commandant. Merci. Alors, avec lui, nous allons parler de quelque chose d'important pour la République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes un peu, on va dire, à la croisée des chemins. Aujourd'hui, avec toutes les institutions publiques qui sont en train de se mettre en place. Et souvent, la question, c'est, dans cette multitude d'urgences de notre pays, par où commencer? Par où commencer? C'est aussi la question que nous allons poser à notre invité pour qu'il puisse nous faire sa lecture, lui qui a circulé. Alors, d'abord, dites-nous, comment on devient pilote dans ce pays-ci? Parce que c'est aussi les rêves de beaucoup d'enfants, pilotes d'avion, je veux dire, d'avion de ligne. C'est aussi les rêves de beaucoup d'enfants qui, quand ils sont tout petits, je vais devenir pilote. Comment on fait pour le devenir? Il faut d'abord aimer ce travail-là, parce qu'il est trop exigeant, stressant, et puis c'est pas un travail que le monde comprend facilement. Donc ça veut dire que si vous êtes pilote, dans votre environnement, on ne vous comprend pas beaucoup. Et si vous aimez, vous allez surmonter tout cela. Et après, il faut aller à l'école. Et ce que je dis souvent aux jeunes garçons comme jeunes filles, c'est que si vous voulez être pilote, il faut être pilote parce que c'est accessible. Mais c'est des études qui coûtent souvent cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et nous avons un programme que nous sommes en train d'élaborer qui fera que les jeunes Congolais puissent, s'ils veulent, pour qu'ils soient pilotes, s'ils le veulent. Nous sommes en train de penser à ça parce que c'est pas facile et ça coûte très cher. Sans oublier que l'aviation, de manière générale, est en anglais et que pour un pays francophone comme la RDC, ça fait un deuxième défi pour les apprenants. Non, pas du tout, parce que l'anglais, c'est une langue. Hein. Si vous prenez un jeune de 20 ans, de 25 ans, 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, partout où vous le mettrez, si c'est un pays anglophone, il devient anglophone. L'anglais n'est pas un problème. Alors, vous avez donc eu l'opportunité de regarder les Congos d'en haut. Oui. Oui. Vous avez vu quel pays? Le Congo d'en haut, ça va vous attrister, ça va vous pousser à la réflexion, ça va vous donner beaucoup de soucis. Vous allez réfléchir et... Bref, vous décollez de Kinshasa jusqu'à Lubum, c'est 2h10 de vol. Vous faites ici au Mwanda, c'est 2h45 de vol. Et s'il fait beau et vous voyez le Congo d'en haut, vous serez triste. C'est un pays vierge ou... Oui, le pays est vierge, le pays est beau, le pays est riche et nous n'en faisons rien. Exact. Alors, juste une question qui m'est venue comme ça à l'idée. Et pourquoi est-ce que les transports aériens est le plus cher j'allais dire du monde, les transports aériens en RDC? Quand vous faites des distances comme celles que vous avez évoquées là, Kinshasa, Lubum par exemple, si vous faites aller-retour, c'est comme si vous avez payé un billet aller-retour Kinshasa-Paris. Oui, Kinshasa-Lubum vous coûterait presque la même chose que Kinshasa-Paris ou Kinshasa-Bruxelles. Et ce qui va vous faire mal, c'est que vous faites Kin-Lubum, Lubum-Kin, et vous faites Kin à 10, Rome, Paris, et vous payez la même chose. Les raisons sont multiples et la solution serait dans une bonne politique. On élabore une bonne politique liée au transport et ça va aller automatiquement. C'est pas savant, c'est pas sorcier.
Ça se ferait automatiquement si nous appliquons la politique qu'il faut. Les autres qui font ça, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ont seulement la politique qui est adaptée. Alors, exactement. La question, c'est, de votre expérience, s'il faudrait aujourd'hui élaborer un agenda, en tant que citoyen déjà, à l'intention du prochain gouvernement, parce qu'il est tellement attendu aujourd'hui, par où devrait-il commencer pour rencontrer le plus rapidement possible les attentes multiples de la population congolaise? Si on me posait à moi la question de savoir le gouvernement qui vient dans quelques heures ou quelques jours devrait commencer par quoi, je répondrais sans réfléchir: le transport. Ah bon? Oui. Ben, expliquez-nous pourquoi. Le Congo, la RDC, c'est 120 millions d'habitants. La RDC, c'est 2 345 000 km². Il y a quelqu'un qui me fait souvent rire, que tu oublies les 410 qui sont à la fin. Et c'est énorme, les 410. Ouais. Bon, c'est plus facile à mémoriser. 2, 3, 4, 5. Donc 2 345 000 km² plus les 410 qui viennent à la fin. Et si nous mettons les deux éléments que je viens de vous dire, si nous les mettons ensemble, nous les mettons en musique, autour d'un programme de transport, d'une politique de transport bien élaborée, adaptée à nos réalités, adaptée à notre culture et tout ça, le boom économique qui va s'en suivre, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Stanley nous a dit, Stanley nous a prévenu, ça fait très longtemps qu'il nous a dit que sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Un penny, c'est $1 divisé par 10. C'est une monnaie anglaise, au fait. Tout ce que Stanley voulait nous dire, c'était que si vous, qui gérez la RDC, si vous ne faites pas si vous n'élaborez pas un système de transport adapté, votre nation n'aura que des difficultés et des problèmes. C'est tout ce qu'il voulait dire. Et j'ai lu un commentaire, quelqu'un a commenté sur les déclarations sur cette déclaration de Stanley. Quelqu'un a dit, tout ce que Stanley voulait dire était que si le Congo n'élabore pas un système de transport adapté, tous les Congolais auront leurs yeux braqués vers l'extérieur. C'est un commentaire que j'ai lu, ça ne vient pas de moi. Oui. Il dit, si les Congolais n'élaborent pas un système de transport adapté à leur réalité, tous les Congolais auront leurs yeux braqués vers l'extérieur. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Kinshasa dépend de Lufu, de l'Angola et un peu de Brazza. Le Katanga dépend de la Zambie. Vous imaginez que le Katanga importe la tomate. Tomate, ça vient de la Zambie. Ouais. L'orange aussi. L'orange aussi. Donc vous connaissez de quoi je parle. Ça vient de la Zambie. Le foufou qu'on mange au Katanga, ça vient de la Zambie. Je connais, moi je suis né là-bas. Ça vient de la Zambie. Vous imaginez ça? Un jour, je décolle de Lubum vers Kinshasa. Et vous savez qu'est-ce que j'ai amené à Kinshasa? Des tomates. 23 tonnes de tomates dans l'avion. Ah oui. Ah oui. Et pas des tomates qui viennent de Lubum, mais des tomates qui viennent de la Zambie. La Zambie et le Katanga, c'est la même culture, c'est le même peuple, c'est le même sol. Pourquoi ils font tout ça et nous on ne le fait pas? Oui, on va y arriver. Mais expliquez-nous maintenant pour les transports. Alors, j'étais en train de vous démontrer que s'il n'y a pas de chemin de fer, les Congolais auront leurs yeux braqués vers l'extérieur. Je vous ai donné l'exemple de Kinshasa, je vous ai donné l'exemple du Katanga, le Goma. Les yeux sont braqués vers l'Est, les pays de l'Est. Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda. Si vous allez à Goma,
vous demandez du lait, maziwa, à Goma, si vous ne précisez pas, on vous donne les maziwa du Rwanda. Le Rwanda nous envoie la viande, le Rwanda nous envoie le lait, le Rwanda nous envoie même Massangu. Un jour, j'étais en train de passer dans la rue, dans mon île Sangu, il y a bien, oui. J'ai pris, j'ai mangé, et Natuni, Yawapi, ya Rwanda. C'est ça l'ironie de l'affaire, c'est-à-dire que jusque là, malgré cette guerre, la RDC demeure un marché important pour le Rwanda. Pour le Rwanda, l'Angola, la Tanzanie. Un marché des biens de consommation, je veux dire. Oui, nous sommes un grand marché et c'est ainsi que, parlant du transport, si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien en ce qui concerne le transport, nos enfants seront esclaves ici au Congo. Vous savez que l'Angola se prépare pour faire les chemins de fer. Peut-être qu'ils ont même déjà commencé. Qui viendra jusque vers le sud du Kasaï et le sud du Bandundu ici. La Tanzanie, le Kenya, ils sont en train d'y travailler aussi. Et s'ils terminent, dès qu'ils terminent, mais dès qu'ils terminent, c'est-à-dire que vous êtes à Goma, vous êtes à Isiro, vous êtes à Kisangani, vous avez un véhicule, vous achetez à Dubaï ou vous achetez en Europe, ça vient, ça à Mombasa, ça prend le train jusque à la frontière. Et Matadi va faire comment? Donc, Starley nous avait donné le conseil, il a dit, les amis, pour bien gérer ce pays, bossa la chemin de fer. Est-ce que vous vous rappelez que les minerais du Katanga remontaient avec le rail jusqu'à Ilebo et puis ça prenait la voie fluviale jusqu'à Kinshasa et puis le rail jusqu'à Matadi et puis ça allait ailleurs dans d'autres pays. Vous imaginez le nombre d'emplois? Vous imaginez le nombre d'emplois si tout ce qui sort du Katanga, au lieu d'aller vers le sud, nourrir les Zambiens, tout ça, et que ça remontait comme ça, Kasaï, et puis ça vient jusqu'à Ilebo, et puis voilà. Et puis Ezuimaï, Bamasuwa, Tiawa. Vous imaginez le nombre d'emplois? Mais aujourd'hui, ça va où? Ça va ensemble. Oui, alors, maintenant, les transports, on est bien d'accord avec vous. Qu'est-ce qui va être fait dans le transport? Parce que le chemin de fer, il est déjà là. Je ne sais pas s'il va falloir le réhabiliter sur certains tronçons et acheter des locomotives et que sais-je. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans ce domaine du transport qui est un chantier très très vaste? Il faut réhabiliter là où il faut réhabiliter, il faut tracer là où il faut tracer et il faut redémarrer ça. Donc, c'est-à-dire que tel qu'on est assis avec vous là, le gouvernement est investi maintenant pour moins transport. Prenons la ville de Kinshasa. Prenons la ville de Kinshasa. Monsieur John Gombwe, même si vous mettez 10 000 bus dans la ville de Kinshasa, je vous l'ai dit, même si vous réparez toutes les routes et vous mettez des bus, ça ne va pas marcher. Vous avez 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, 4h30 du matin, ils s'élèvent et tous vont dans la même direction. Et 15h30, 16h, tous vont dans la même direction. Les bus vont faire comment? Le bus ne prend que 80 personnes, ou 100 si on doit respecter les règles. Ils vont faire comment? Kinshasa est une mégapole. N'oubliez pas. Kinshasa est une mégapole. Et aucune mégapole ne peut résoudre le problème des transports sans train urbain. Ici, je ne parle pas des métros, trains électriques, tout ça. Ça nous prendra beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Et puis, on va dépendre des gens qui vont nous faire marcher. Ici, je parle des trains urbains, normal. L'ONATRA en avait, je pense qu'à cause peut-être des locomotives ou des voitures, ils ont arrêté. Parce qu'il y avait une ligne qui fait Massina, même jusqu'à l'aéroport. Et l'autre ligne qui allait... Vous connaissez
Vous connaissez le prix d'une locomotive? Ben non, non. 1 600 000 euros. 1 600 000 euros. Je ne parle pas des voitures qui suivent après, je parle des motos à train. 1 600 000 euros. Et 1 kilomètre de rail ou de chemin de fer? Non, non. 2 millions d'euros. 1 kilomètre. 1 kilomètre. Ça veut dire qu'on peut le faire. Gare centrale, aéroport, c'est 16 ou 17 kilomètres. On peut le faire. Maintenant, si vous prenez les 3 millions de Quinois qui tous convergent vers 4 communes, Gombe, Kinshasa, Lingwala, Barumbu, tous convergent vers les 4 communes, les 3 millions de Quinois. Tous y convergent vers les 4 communes. Dans combien de bus vous allez les mettre pour les amener et les ramener? Donc il faut train à 4h30. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les mégapoles. Dans toutes les mégapoles, c'est comme ça que ça se passe. Donc à 4h30, train Mogo dans la gare centrale, Moussou dans la Kingasan, bien l'aéroport, tchoup, ça démarre. Oup. 1 heure plus tard, ils ont mis. 1 heure plus tard, Ekei. 1 heure plus tard, ils ont mis. Toutes les mégapoles, c'est comme ça. Paris, New York, Tokyo, c'est comme ça. Ce qui très athée, monsieur le nouveau gouverneur, a Okokati en matière de transport. Mais regardez ce que ça rapporte. Regardez ce que ça va rapporter. 4 000 francs fois 3 millions de personnes par jour. Ça fait combien? Il y a beaucoup d'argent. Ah, vous voyez? Ça fait déjà 4 000, vous êtes à presque $1,50 hein, par personne. Les fois transports. 3 millions. Oui, donc c'est 4 millions 500, oui. La journée. La journée. Ouais, 4 vous voyez? 500. Donc, Bokassa, si vous êtes sur l'avenue Bokassa, Kassavubu, Wileri, Kassai, à 16h, regardez cette masse qui quitte le centre-ville. Ça va vers le sud et l'est de la ville. Toute cette masse-là, tous ces gens-là ne sont pas contents de circuler à pied. Ils seraient disposés à payer 3 000 francs ou 4 000 francs aller-retour dans un train, assis calmement. Oui, mais vous semblez beaucoup plus vous baser sur une initiative du public, donc du gouvernement. Et que dites-vous des privés qui sont là-dedans? Les privés n'attendent que les conditions. Ce que je dis ici, les privés vont se précipiter sur ça comme des mouches sur du sucre, si l'État mettait les conditions. Les privés vont le faire très rapidement. C'est les conditions qui sont bizarres. Il y a des endroits où les rails, on a construit dessus, donc l'État doit intervenir. Il faut refaire les gares, il faut refaire les rails. Les privés seront très, très, très heureux pour investir. Vous pensez qu'il est possible de privatiser aussi, parce que les rails sont quand même du domaine public, mais qui peuvent être mis à la disposition des exploitants, des opérateurs privés qui vont utiliser ces chemins? Oui, et tout ça, ça doit faire partie d'une discussion qui doit être faite entre ceux qui réfléchissent comme nous ici et l'État qui décide. Mais sinon, on ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas les laisser comme ça. Dans la ville de Kinshasa, si on laisse comme ça, c'est vraiment une question de sécurité. Ça ne peut pas rester comme ça. Prenez par exemple, de là où nous sommes ici à Kinshasa, vous voulez aller à Pigeon. C'est 2 heures de route. Pour 20 km, c'est 2 heures de route. Embouteillage, somme. Taxi aérien. Vous connaissez les taxis aériens? Les gens seraient disposés à payer ça. Helipad à Lupin, Helipad à la gare centrale, Helipad à l'aéroport d'Engili, Helipad à Kimweza. Les gens payent $20 pour les taxis, non?
Les gens payent $20 pour les taxis, les gens payent $25 pour les taxis. Quand vous descendez de l'avion, vous venez d'un voyage, vous descendez à Njili. Les gens payent $20, les gens payent 30, les gens payent 50. Mais le taxi aérien ferait le travail. 5 minutes, bah, qui tue, on a eu peine. Na hélico. Bon, mais alors, il n'y a pas de Kinshasa. Si on doit parler maintenant des enclavés, le reste du pays, parce que c'est même à la base de l'économie, l'échange, ces mouvements-là vont générer certainement l'échange des biens et services. Maintenant, s'il va falloir faire le reste du pays, on le fait comment? Parce que vous êtes dans l'aviation, visiblement l'aviation n'est pas le moyen les plus indiqués lorsqu'on veut acheminer des biens et personnes à bas prix. Oui, si vous voulez développer le pays, le transport, on ne peut pas le contourner. Maintenant, le développement passe par un moyen de transport à bas prix, comme vous venez de le dire. Et ça, c'est le chemin de fer. Maintenant, si on doit parler, parce que moi je parle d'un système de transport. C'est-à-dire que dedans, il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas un seul élément. Ah, transport pas sur son bus. Ça ne marche pas. Si tu as un bus, il y a un métier. Mon esprit de vieil, il y a ceci là. Donc, c'est un système, et dans ce système, il y a plusieurs éléments, et dans ces éléments-là, il y a le chemin de fer. Oui. Mais le chemin de fer doit être l'élément de base, c'est-à-dire, après calcul, on trouve que Kinshasa-Lubumbashi, c'est $80 par train, ou c'est $100 par train. Ah, vous pensez qu'on peut faire un chemin de fer qui va jusqu'à Lubumbashi? Nous devons absolument, nous voulons rendre ce pays puissant, nous devons absolument, quelqu'un a ses 50 kilos de viande, de pommes de terre, de lait ou de quoi à Goma, ça doit arriver à Kinshasa. Et surtout Saliango. Je vous ai donné le prix, le coût, non? C'est évidemment, ça varie avec la topographie. Il y a des coins où ça coûtera, il y a des coins où ça coûtera 1,3 million ou 0,5 pour le chemin de fer. Mais si nous relions Goma à Kinshasa par train, mais ça, c'est des projets pharaoniques. Vous n'allez pas présenter ça pour le gouvernement soumis, non? Non, c'est pas pharaonique, non. C'est pas pharaonique. Faites les calculs. Goma-Kin, c'est 2000 km, plus ou moins. 2000 km. Si nous considérons 1,5 ou 1,6 la moyenne, le kilomètre, ça fait combien? Ça fait 3 milliards. Le Parlement a coûté 1,1 milliard. L'exercice passé, le Parlement a coûté 1,1 milliard. Donc, vous voyez que Toko Salamou. Et moi, là, je suis comme si je sonnais une sonnette d'alarme. Parce que je vous dis, si nous ne faisons pas un système de transport en RDC qui soit adapté, nos voisins, les pays voisins, vont nous damer les pions. Et nous aurons un sérieux problème de sécurité. Si le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, s'ils font leur chemin de fer et ça ravitaille le Congo complètement, nous on devient quoi? Matadi devient quoi? Le Congo central devient comment? Est-ce que vous imaginez que tout l'Est là, les 4 provinces de l'espace oriental, les 3 provinces du Grand Kivu, Tanganyika, tout ce qu'ils consomment là-bas, le transport de tout ce qu'ils consomment là-bas, véhicules, à manger, nourriture, tout ça, tout ce qu'ils consomment là-bas, le transport, c'est le Kenya qui empoche, c'est la Tanzanie qui empoche, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Et ce sont des pays qui ne sont pas très amis à nous.
Imaginez si on peut prendre la moitié de ce marché-là, ramener ça à Matadi. Oui, mais il y a aussi un problème. Vous avez dit, vous avez évoqué un problème de topographie. Quand vous prenez la partie est, bon, il est possible de connecter. Parce que oui, c'est possible. Je comprends que vous basez d'abord sur les chemins de fer. Il est peut-être possible de connecter sur les chemins de fer Lubumbashi, Ilebo, enchaîné. Mais maintenant, lorsqu'on se situe par exemple à Mbandaka, ou lorsqu'on est à Guado, il y a le fleuve. Ah, ok. Est-ce que vous connaissez le prix vous connaissez combien ça coûte? Non, je sais que l'eau coûte encore moins cher que le chemin de fer. Le dragage, vous connaissez combien ça coûte? Non. 1200 euros. Les dragages de 1 km ou l'ensemble du 1 km. Ok. 1200 euros. Dragage, tout ça, 1200 euros. C'est faisable. C'est faisable. Et moi, je pense que il suffit que nous nous asseyions et parlions de ces choses. Le pays, en 5 ans, il devient puissant. Très puissant même. Prenez mon secteur, le secteur aérien, l'aviation. Angeli ici, éthiopienne, vient 2 fois par jour, 2 fois 3 fois. Par jour, par semaine? Par jour. Éthiopienne. 2 fois par jour? 2 fois par jour. Il y a des jours où ils viennent 3 fois. Angeli ici. Kenya Airways, c'est 2 fois par jour. Il y a SN, il y a Air France, il y a Turkish, il y a Royal Air Maroc, il y a Egyptair, il y a Uganda Airlines, il y a Tanzanie Air, a commencé il y a quelques temps. Il y a Angola. TAG. Oui. Il y a Askai. Tout cela ne font que transporter des Congolais. Vous devez noter que les Congolais de l'étranger représentent 16 millions d'âmes. 16 millions. Tous veulent visiter le Congo 2-3 fois l'an. Tous, au-delà de 50 ans, ils veulent revenir au Congo. Et l'argent qu'eux souffrent pour faire en Europe, en faisant leur boulot, cet argent-là va où? Ça va au Kenya, ça va en Éthiopie, ça va en Égypte, ça va au Maroc, ça va en France, en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une compagnie nationale voilà. Performante. Ethiopian Airlines fait 4 milliards de dollars. Mais Ethiopian Airlines, il était question qu'il fasse, je ne sais pas moi, un leasing ou une prise en charge de la compagnie. Ils devaient faire ensemble un joint venture avec, on appelle ça joint venture. Joint venture. Et avec Congo Airways. Avec la RDC. Avec la RDC. Oui. L'idée n'est pas très. On peut faire ça nous-mêmes. La RDC peut faire ça. Et d'ailleurs, le marché, c'est nous. Oui, exactement. Parce que ce que vous avez dit est quand même assez et pertinent. L'ensemble de l'effectif des passagers transportés, déjà plus de 70%, c'est des Congolais. Donc, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Au fait, tout le monde se moque de nous. C'est ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Air Côte d'Ivoire. D'abord, je vous informe que ces avions-là ne sont pas achetés cash. Je vous informe. Donc, quand Ethiopian a 120 avions, nous pouvons le faire. La RDC peut le faire. On ne commencera pas avec 120, mais on commencera quelque part. Ethiopian n'achète pas les avions. Kenya Airways n'achète pas les avions. Personne n'achète des avions cash. Premier point. Deuxième point. Eux, ils font des deals avec Boeing ou Airbus, ils prennent les avions. Les avions viennent chez eux. Je prends le cas de Air Côte d'Ivoire. Les avions viennent à Abidjan. Ces avions-là, cet avion-là qui est à Abidjan, décolle d'Abidjan, vient à Kinshasa. Prend les passagers à Kinshasa, les amène à Jobo, les dépose là-bas, prend d'autres Congolais là-bas, les amène à Kinshasa. C'est comme si ils venaient juste à Kinshasa prendre de l'argent.
Vous voyez? Et ce que je venais de vous dire en vous donnant la liste de toutes ces compagnies qui viennent ici, c'est de l'argent qu'ils viennent et ils prennent. Est-ce que dans l'aviation civile, il n'y a pas une forme de réciprocité? C'est-à-dire, si vous venez chez moi, je dois venir chez vous. Ça existe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour notre cas? Mais nous, on n'a rien. C'est ça, le problème commence par là. Au fait, la question, si on doit parler de l'aviation, il y a la question de la liste noire. Nous sommes sur la liste noire et tout ça. Et tout ça, c'est technique, oui. C'est-à-dire que nous avons des problèmes sur le plan technique qui doivent être résolus pour que nous sortions de la liste noire. Mais c'est un peu aussi politique parce que quelque part, c'est pas nous qui gagnons sur cette question-là, c'est les autres. Vous voyez? Et c'est notre responsabilité de faire ce qu'il faut faire pour sortir de cette liste-là afin de pouvoir gagner. Et quand nous parlons de l'aviation au Congo, M. John Gombwe, quand nous parlons de l'aviation au Congo, nous sommes en train de parler d'un domaine qui mettrait sur la table du gouvernement, trésor public, $1 milliard l'an en moins de 3 ans. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire l'aviation au Congo, on s'y met maintenant, tac, on commence. La première année, la deuxième année, la troisième année, na Soukanango, cette compagnie-là atteint une performance qui mettrait $1 milliard l'an sur la table comme ça. Pouf. Mais pourquoi toute cette somme de savoir-faire et de savoir dans le domaine de l'aviation n'arrive jamais à aboutir à quelque chose de viable dans les airs? Mais photo solo là. Il faut faire une conférence nationale. Non, c'est-à-dire que je suis en train de vous parler. Moi, j'ai réfléchi. Oui. J'ai réfléchi pendant des années. Je me suis dit, ok, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut parler. Et je suis venu vous voir. Et voilà, nous sommes en train de parler. Et vous, continuez sur vous pouvez leur vous pouvez leur faire parvenir toutes ces idées. Mais quelles sont vos solutions, par exemple, pour régler ces problèmes d'aviation? Il faut, sortons de la liste noire. Pour l'aviation, commençons par là. Sortons de la liste noire. C'est faisable. Beaucoup de pays sont sortis de là. Nous, en faisant quoi? Il va falloir remplir les conditions. Il y a beaucoup de conditions. Ce sont des questions qui sont plus liées à la sécurité. Il faut faire les choses correctement. Vous voyez? On fait les choses correctement, on fait les choses bien, on remplit les conditions, on s'impose aussi. Là, la sécurité, c'est simplement maintenant au niveau, par exemple, de l'embarquement des passagers, parce que je trouve que cette affaire est à 2 voies à l'aéroport international d'Injili. Lorsque vous prenez des vols domestiques, il y a une certaine, j'allais dire, légèreté, complaisance. Et lorsque vous allez sur des vols internationaux, strict, ben, je me dis, il y a un problème. Bon, est-ce que c'est simplement à ces niveaux-là ou c'est au niveau de l'entretien des avions? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'embarquement. Ouais. Quand je parle de la sécurité, je parle de l'ensemble. Il n'y a pas que l'embarquement. Et il y a le contrôle, il y a la surveillance, il y a le contrôle que l'aviation civile assure, les compagnies aériennes ou assurent, toutes les structures autour de l'aviation. Il y a tout ça. Si vous voulez sortir de la liste noire, il y a toute une checklist qu'il faut remplir. Ce sont des conditions qu'il faut remplir qui fera que l'OACI et les autres institutions et partenaires diront que voilà, ok, au Congo maintenant ça va et pour nous c'est bon. Mais il y a aussi l'aspect politique, c'est-à-dire à un certain moment il faudra qu'on s'impose. Vous voyez, d'une certaine manière. Et dès qu'on le fait, et dès que nous avons, vous venez de parler d'une réciprocité, ça existe. Et dès que nous le faisons, eh bien ça décolle. Mais ça doit commencer chez nous, pas chez eux. C'est nous qui devons faire le premier pas, c'est nous qui devons faire d'abord ce qu'on doit faire. Ça ne c'est pas à eux. Et chaque jour qui passe et que nous ne faisons rien, c'est nous qui perdons. L'aviation au Congo, nous parlons des millions de dollars par jour. Nous ne sommes pas en train de parler de petits montants. Nous sommes en train de parler des millions de dollars par jour. Je vous ai cité les compagnies qui viennent ici.
Si je dois vous citer les compagnies qui viennent par jour, ce n'est pas 200, 300 passagers par jour. C'est des milliers par jour. Et ces passagers-là, c'est de l'argent qui potentiellement devait entrer dans les caisses de l'État congolais. Et ça s'envole. Oui. J'ai oublié, peut-être c'est aussi un problème d'infrastructure parce que nos aéroports, eh bien, datent d'une ancienne époque. Quand vous allez ailleurs, vous trouvez, c'est tellement moderne. Et lorsque nous arrivons chez nous, eh bien, les NEC plus ultra que nous avions pu produire jusque-là, c'est l'aéroport modulaire qui ne vaut même pas un aérogare dans un pays qui se respecte. Ce n'est pas un problème de l'âge de l'aéroport, c'est un problème des conditions que l'OACI a déjà demandé ou décrit que nous devons remplir. C'est-à-dire que, voilà, à tel endroit, voici ce qu'il faut. Sur les questions de la communication, voici ce qu'il faut. Sur les questions de la sécurité, voici ce qu'il faut. Sur les questions des entretiens des avions, voici ce qu'il faut. Et dès que cela est fait comme ça, et maintenant, ceux qui vont vouloir nous garder quand même sur la liste noire, on va s'imposer, on va dire, ok, on a rempli les conditions. Voici nos conditions pour que on continue à travailler ensemble. Donc, chaque jour qui passe, tel que moi et vous, on est en train de parler ici, chaque jour qui passe et que nous ne faisons rien dans ce secteur-là, c'est des millions de dollars qui sont en train de s'envoler. Un jour dernièrement, vous voyez en Nairobi, ils prennent tout un avion, des fleurs, et ça va à Londres. Ils exportent les fleurs. Nairobi, c'est le même climat que Bukavu. Pourquoi nous on ne le fait pas? Vous voyez? Ouais. Les ananas pourrissent ici à Kananga. Le Kenya exporte des ananas. Plein dans un avion, ça va en Europe. Pourquoi nous on ne le fait pas? Le gouvernement qui vient ici, si je dois suggérer, on impose un target au ministre de l'Agriculture, au ministre du Commerce extérieur. Trouve-nous des marchés. Trouve-nous des marchés où nous allons écouler nos produits. Par exemple, les exemples que je venais de donner là. Vous voyez que tout ça, c'est autour du transport. Vous voyez? Tout ça, c'est autour du secteur des transports. Je voulais évoquer aussi l'aspect transport routier. C'est vrai, nous l'avons évoqué plutôt dans les transports urbains, ici à Kinshasa. Mais il y a ces transports interprovinces qui posent aussi un énorme problème d'infrastructure. Vous venez de toucher le transport routier. Je vais parler 2 minutes de cela. Prenez la route Kinshasa-Lubum. 2000 km. Kinshasa, ici ça passe ici Kwango, et puis ça va Masimanimba, et puis Mbujimai, Kananga Mbujimai, jusque Lubum. Si cette route-là est complètement réhabilitée et que nous décidons vraiment d'en faire bon usage, vous imaginez le nombre de postes de police? Chaque autant de kilomètres, ça fait combien de jobs pour ces gens-là? Et si les policiers là sont bien payés, vous imaginez combien ça fait circuler l'argent dans ces coins-là? Voilà autant de choses que nous pouvons faire dès que nous nous décidons, disons, ok, à partir de maintenant, tac, on s'y met et on fait. Vous voyez? Et je prends le même exemple si je l'ai ramené dans le chemin de fer. Je vous ai parlé des ananas ici, ça pourrit à Kananga. Ça pourrit. Vous voyez? Ananas Mounenebo. Comme ça. 1000 francs. À Kananga. Ici, ça coûterait 10 000 francs. Avec le train, cet ananas-là va arriver à Kinshasa. Vous voyez?
le kilo de pommes de terre à Goma, il est à combien? Et ici, c'est à combien? Donc, si nous nous décidons de travailler pour réhabiliter notre système de transport, ce pays devient une superpuissance en 5 ans. Superpuissance. Voilà, on arrive d'ailleurs à la fin de cette émission. Commandant Ilunga Serge, j'ai dit que vous êtes pilote de l'avion, des lignes, pilote d'avion, des lignes. Alors, on va terminer par votre point de vue sur, on va dire, une forme de paradigme congolais. Il est dit qu'au Congo, tout est... Dieu a tout donné, sauf l'homme qu'il faut. Pensez-vous que aujourd'hui, nous avons l'homme qu'il faut pour, entre autres, prendre ces recommandations? Le chef de l'État l'a dit. Le chef de l'État l'a si clairement dit. Il a dit, il faudrait que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Il l'a dit. Il faudra maintenant que chaque Congolais dans son domaine s'approprie ce message. Et c'est ce que nous n'avons pas encore fait jusque maintenant. Et moi, je me suis dit, je commence. Revanche du sol sur le sous-sol. Pour moi, ceux qui font le sous-sol, diamants et autres, on ne va pas leur interdire de faire ça. On ne va pas leur demander arrêtez de faire ça, tous venons travailler seulement le sol. Je ne dirai pas ça. Mais je dirais que réveillons-nous et occupons-nous de ce que le sol peut nous donner. Et je m'en vais vous donner rapidement 2-3 exemples, avant que vous ne me disiez que oh, le temps c'est fini. Non, non, oui, je l'ai déjà dit. Rapidement, je vous dis. Oui. Vous connaissez le prix d'une tonne de cuivre? 8400 $. Vous connaissez le prix d'une tonne de cacao? 10 000 $. Donc, avec le cacao seulement, on s'y met, pas qu'on oublie le cuivre, mais on comble certaines choses que le cuivre ne nous donne pas. Vous connaissez le prix d'une tonne de mangue? 400 $. Aujourd'hui, pendant que nous parlons avec vous, aujourd'hui, l'Afrique exporte 2,5 milliards de dollars en café. Et l'Ouganda, le petit Ouganda ici, dans les 2,5 milliards de dollars, l'Ouganda a 900 millions dedans. Et nous? Et nous? La terre est là. Au lieu de manga au bois qui est boti. Au lieu d'avocat au bois qui est bosani et boti. Et pourquoi on n'exploite pas ça? C'est de l'argent que nous gaspillons. Les mamans qui amènent les oranges. On n'a pas l'homme qu'il faut. Nous ne nous sommes pas appropriés du message du chef de l'État. Je suis en train de le faire. Vous, moi et vous, nous sommes en train de parler maintenant parce que j'ai parlé quelque part. Vous voyez? Ça a créé cette rencontre. Je pense que si nous nous mettons ensemble, nous échangeons, nous parlons avec ceux qui ont les prérogatives de décider, le pays va décoller. Je vous remercie beaucoup, commandant Ilunga Serge. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis partout. À très bientôt. Au revoir.